Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Ce 49.3, c'est l'échec de plusieurs années de politique. Je le dis à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, vous avez commis une faute démocratique gigantesque. Elle laissera des traces. Soyons clairs, nous ne nous associerons pas à la France insoumise et au RN et ne voterons pas ces motions de censure. Nous ne rajouterons jamais du chaos au chaos en participant de quelque façon que ce soit à l'adoption d'une motion de censure contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, l'attitude de ce gouvernement, tout cela participe à l'agitation du pays. Tout est envisageable à une condition, rassembler le pays. Et pour vous, la position des LR est confuse, incompréhensible, stratégique ou cohérente. Vous dites incompréhensible en majorité. Et même si certains élus LR veulent se faire entendre une autre musique, la ligne officielle des Républicains est en dehors des motions de censure, ni vote ni dépôt, Frédéric. Qui aujourd'hui aime les LR dans la classe politique? Pas les partis d'opposition qui aimeraient qu'ils les suivent pour la motion de censure. Non, ils ne les aiment pas. Pas les gens du pouvoir, puisqu'ils auraient aimé qu'ils votent avec eux la loi sur les retraites. Peut-être même que les gens des LR ne s'aiment pas eux-mêmes. Certains disent « je vais voter », d'autres « je ne vais pas voter ». Et à force de dire ça, ils s'énervent, c'est très tendu. Mais alors, quel est leur positionnement? On va en parler avec notre invité. Annie Genevard est avec nous, secrétaire générale des Républicains. Annie Genevard, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Juste avant de revenir vers vous, Annie, un petit tour de table justement sur la position des LR aujourd'hui. Est-ce qu'on y comprend quelque chose finalement, Alors, Philippe? s'il y en a un qui les aime, il y a moi. Bah oui. Mais je les aime de plus en plus tristement. Oui. Parce que je trouve, et je ne veux pas offenser Madame la secrétaire générale, que j'apprécie particulièrement, je trouve qu'il manque de courage. Il se réfugie sous la table démocratique. Alors, on a 2-3 arguments. Je vais essayer d'aller très vite, là, Cécile, et je passe mon temps de parole après. Vous avez le temps. D'abord, on ne peut pas, comme le fait Éric Ciotti, de manière précipitée, donner un avis qui indique que jamais les Républicains ne voteront ou même ne signeront la motion de censure. Deuxième point, il y a un argument qui me paraît discutable. On raisonne comme si en réalité le seul souci était le problème des retraites. Comme si en réalité, pour l'essentiel, nous n'avions pas un pouvoir et un gouvernement qui, depuis le début, sont très médiocres dans leurs pratiques et dans leurs actions. Autrement dit, la motion de censure aurait le droit de signifier une condamnation bien au-delà des retraites et des retraites. Troisième élément, les retraites, on continue à dire aux Républicains qu'ils sont pour, donc il serait incohérent de proposer une motion de censure. Mais d'abord, on a le droit de changer d'avis. Et deuxièmement, la situation elle-même n'est plus la même. Les retraites telles qu'elles sont présentées par Emmanuel Macron n'ont plus rien à voir avec celles que souhaitaient les Républicains. Et là, il me semble que c'est moins un souci de cohérence l'apport d'une roue de secours à un macronisme qui en a plus que jamais besoin. En gros, je dirais, ils avaient l'opportunité, les Républicains, et peut-être vont-ils la saisir, après tout, de montrer qu'ils ne sont pas en permanence les auxiliaires d'un macronisme à bout de souffle, mais peut-être qu'ils confirment l'identité véridique des Républicains qui n'ont rien à voir avec le macronisme. Pardon d'avoir été... C'était très compliqué. René Chiche. Non, moi je trouve que la situation est totalement incompréhensible. On a d'un côté les sénateurs LR qui votent cette réforme, et de l'autre côté des députés avec quelques frondeurs LR, on ne sait plus qui vote quoi. Donc pour moi la situation montre quelque chose, c'est que en fait ce parti manque cruellement d'un véritable chef. Éric Ciotti a complètement failli, puisqu'il n'a pas... Et de même d'ailleurs qu'Olivier Marleix, le président du groupe, puisqu'il n'a pas non plus réussi à maîtriser ses députés dans un sens ou un autre. Ne nous fâchez pas, Annie Genevard. Non, je plaisante, tout le respect. Et on arrive à Annie Genevard. On fait continuer le ça tour sera une de mes questions que je lui lui poserai. après. Donc, effectivement, donc pour moi, cette situation est totalement
ubuesque. On a un parti qui est carrément divisé en deux. Donc pour moi, cette situation des Républicains est absolument François Moi, je vous trouve, alors pour le coup, très dur, parce que je pense que la position des Républicains a été tout à fait cohérente. Ils sont pour une réforme des retraites. Ils l'ont toujours dit. Ils ont beaucoup œuvré en discutant avec le gouvernement pour infléchir la réforme proposée par Elisabeth Borne et pour faire en sorte que leur marqueur soit dans le texte. Le Sénat a voté. L'Assemblée aurait peut-être voté, le groupe républicain aurait majoritairement voté. A priori, non. Ah si, non, le groupe républicain aurait majoritairement voté. Et bien entendu, puisqu'ils sont pour la réforme, ils ne peuvent pas voter la motion de censure qui ferait tomber le texte. Qu'ils ont eux-mêmes voté au Sénat. Ce qui serait surréaliste, alors pour le coup, c'est qu'on vote pour un texte au Sénat et qu'ensuite on vote pour une motion de censure qui fait tomber le texte. Bon, donc je pense qu'ils sont cohérents. Après, la difficulté des Républicains, et d'Éric Ciotti en particulier, c'est qu'il y a au sein des Républicains des frondeurs. Oui, c'est ça. Qui sont prêts, eux, à voter, à être pour la réforme, mais à voter le texte. Et ça, malheureusement, pour avoir connu ça au Parti Socialiste, quand vous avez des frondeurs qui sont à l'intérieur, c'est souvent pas bon signe pour le parti. Mais ça, c'est tout le rôle d'Éric Ciotti en particulier, d'essayer de faire en sorte, et de Olivier Marleix à l'Assemblée, que les frondeurs ne prennent pas trop d'importance. Annie Genevard est là. Annie Genevard est là. Bonsoir Annie Genevard. Je suis là, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Voilà, alors, les LR jouent gros sur cette histoire quand même, reconnaissez-le. Mais les LR jouent gros depuis la dernière élection présidentielle en réalité, parce que si nous sommes en difficulté, c'est aussi parce que nous avons connu des échecs sévères. Il est clair que la cohésion, elle est plus facile à faire au moment des victoires que au lendemain des défaites. Alors, pour remettre un petit peu d'éclaircissement dans la confusion peut-être qui s'empare de vos esprits sur la position des Républicains et sur la cohérence de notre groupe, ce que je voudrais dire, d'abord, nous avons travaillé avec Olivier Marleix et Éric Ciotti à déterminer une ligne. Et majoritairement, nous étions favorables au vote de la loi. Au sein du groupe, il y avait une majorité pour la voter. Et personnellement, j'aurais préféré que nous la votions, sans absolue garantie d'ailleurs que le vote en lieu et place du 49.3 ait permis d'apaiser davantage les choses. Parce que la situation sociale est d'une éruptivité, il y a un clivage très profond et une violence sous-jacente qui se serait sans doute exprimée même en cas de vote. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un vote. Et on accuse les Républicains, mais c'est se défausser un peu facilement, parce qu'en réalité, la majorité n'a pas fait, elle non plus, le plein des voix. Il a manqué les voix du groupe Horizon, qui est membre de la majorité. Donc il est injuste d'accuser les Républicains d'être à l'origine du 49.3. Du reste, je voudrais dire quand même qu'en choisissant ce véhicule législatif, Elisabeth Borne, le gouvernement, avait intégré lui-même l'hypothèse d'un 49.3. Sinon, il aurait choisi un autre véhicule législatif qui était plus conforme d'ailleurs à l'importance du sujet. Donc, on a été cohérent parce que ce texte, qui n'était pas le nôtre, dans un calendrier qui n'était pas le nôtre, en réalité, nous avons pris 5 ans de retard dans l'examen de ce texte, eh bien, nous avons apporter toutes les améliorations que nous jugions utiles. Et je voudrais qu'on ne passe pas par pertes et profits les apports des Républicains en la matière. Nous n'avons pas voulu des 65 ans parce que nous avons jugé que le corps social n'était pas prêt à cela. Et nous avons réfléchi les choses pour que ce soit 63 à la fin du quinquennat, puis 64 éventuellement ensuite. Nous avons pris en compte les carrières longues, les carrières pénibles, le travail des seniors, distinguer certains cas de figure comme les apprentis, les pompiers. Enfin, oui, tout ça, c'est le résultat effectivement d'un travail qui, notamment d'un travail au Sénat, parlementaire sérieux, solide, épaulé sur la connaissance que nous avons des Français et de leurs spécificités, de leurs difficultés. Donc Annie Genevard, dans la consultation des auditeurs de Sud Radio, vous continuez d'ailleurs, pour l'instant, pour eux, les LR, leur position est confuse à 22%, incompréhensible à 57%, stratégique 17%, et puis cohérente 4%. On a notre auditeur Antoine. Oui, 0826 300 300 Antoine. Petite réaction. Bonjour Madame Genevard. Bonjour Antoine.
Alors, je suis de ceux, malheureusement, qui trouvent votre positionnement quelque peu confus. Je m'en explique. Donc, vous avez effectivement, par le biais de Madame Pécresse, défendu la retraite à 65 ans. Vous avez fait machine arrière, en faisant presque office de bouclier social par rapport à des mesures que vous estimiez trop, dures, apparemment. Et puis, je tiens quand même à dire que les Républicains aujourd'hui ont une très grande responsabilité à deux endroits. Premièrement, il s'agit donc de conserver une certaine crédibilité au niveau d'un parti dont la présence s'est quand même réduite comme peau de chagrin ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Et puis après, il en va de la stabilité du pays. Je veux dire, alors, je m'inscris en faux avec ce que disait M. Bilger, c'est-à-dire j'estime que si motion est votée, si dissolution il y a, c'est la stabilité du pays qui sera à revoir. Nous ne sommes plus dans une logique de bipartisme. Il y a maintenant trois forces en présence et j'ai bien peur que finalement le remède soit pire encore que le 49-3. Entendez que je ne soutiens pas la réforme, mais je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir du pays, avec notamment 3 000 milliards de dettes. Ouais, données importantes. Antoine, on va laisser Annie Genevard vous répondre, si vous permettez. Eh bien, là où je vous rejoins, Antoine, c'est la crainte que j'ai d'une instabilité et à certains égards même d'une situation qui pourrait être presque insurrectionnelle. Le spectacle qui a été donné à l'Assemblée nationale, et François le sait, puisque nous avons été collègues, c'est quelque chose d'inimaginable. Appelé à la démission de la Première ministre, il y a des procédures pour ça. Ça s'appelle le 49.3 et la motion de censure. Dans le cas où elle serait votée, en effet, ça appelle à un changement de gouvernement. Mais couvrir la voix de la Première ministre, l'insulter, chanter, taper sur les pupitres, tout ça trouve son prolongement dans la rue et cette violence ne demande qu'à exploser. Donc je pense que la responsabilité des politiques est de peser très soigneusement les déclarations et les décisions qu'ils prendront afin de ne pas enflammer complètement la situation. Alors pourquoi nous ne sommes pas favorables à une motion de censure? Parce que, et Éric Ciotti, alors vous trouvez, cher monsieur Bilger, que c'est un peu prématuré de l'avoir déclaré, mais enfin, le calendrier est ce qu'il est. La motion de censure sera examinée dès ce lundi, donc il fallait une position également pour les membres de notre groupe. Nous avons besoin de dire à nos membres, voilà, le 49.3 a été déclenché, ça appelle des motions de censure. Nous avons soumis cela à la délibération de notre groupe. Nous ne souhaitons pas majoritairement ni co-signer le dépôt, ni naturellement le voter. Alors il se peut. Mais certains ne vont pas vous suivre, Aurélien Pierre Pradier, Xavier Melki par exemple. Mais bien sûr, parce que la politique, cher monsieur, est faite d'individualité. Il faut aussi que nous retrouvions le sens du collectif. Je ne cache pas les divisions qui nous affectent. Est-ce que c'est possible, on en connaît le prix. Le prix est toujours le même. Est-ce que la cohésion est possible en fait? Est-ce qu'on peut retrouver un bloc solide chez les LR? Est-ce que c'est possible? Alors je crois. Si je ne le pensais pas possible, je n'occuperais pas la fonction que j'occupe. Moi, je pense que nous avons un gros travail à faire de refondation idéologique. Il faut qu'on réinterroge nos fondements idéologiques. Qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce qu'elle a à dire aux Français? Qu'on tire tous les enseignements de nos échecs. Antoine évoquait la position de Valérie Pécresse au moment de la campagne. Mais les temps ont changé et comme cela a été dit par l'un d'entre vous, il faut aussi savoir s'adapter au temps. Nous pensons que proposer la réforme, l'âge de départ à 65 ans était inacceptable par le corps social. On voit bien d'ailleurs que même l'affaiblissement que nous avons proposé et qui a été accepté de 63 plus 64 est jugé insupportable parce que les conditions actuelles sont très mauvaises pour l'adoption d'une telle réforme. En réalité, on a perdu 5 ans et moi ce qui me frappe, c'est que le niveau d'acceptation d'une réforme des retraites s'est affaibli durant ces 2 derniers mois. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progressait dans l'amélioration de ce texte, dans l'étude du texte, son acceptation se
sociale s'est affaiblie. Ça interroge bien la méthode du gouvernement et l'impossibilité dans laquelle le gouvernement s'est trouvé de l'expliquer et d'emporter l'adhésion non seulement des Français, mais des partenaires sociaux, ce qui est une grande différence avec les réformes passées. Annie Genevard, pourquoi on n'entend pas Laurent Wauquiez ? Eh bien, Laurent Wauquiez, d'abord, il faudra le lui demander, d'une part, et d'autre part, vous savez qu'il a opté pour une stratégie de retrait par rapport à la vie politique nationale, finalement, il n'a pas souhaité candidater à la présidence du mouvement. Dès lors qu'il n'était pas président, il laissait au président des groupes parlementaires et au président de notre mouvement le soin de conduire la famille. Donc il ne se présente pas comme un futur président de la République, du coup. Je pense que, évidemment, cette question lui est désormais posée parce que des personnalités qui pèsent dans notre mouvement, on a envie qu'elles s'impliquent. Mais si Laurent Wauquiez veut être président de la République, il ne faut pas non plus, il faut lui laisser aussi l'autonomie de sa stratégie. Vous faites un appel à Laurent Wauquiez, à Annie Genevard ? Plus vous sortez tôt du bois et plus vous êtes exposé et usé avant même d'entrer en campagne. Mais ce qui se passe là, ce qui s'est passé là, ce qui risque d'arriver la semaine prochaine avec ces motions de censure, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment qu'il y ait une majorité absolue pour l'adoption d'une motion. Mais enfin, on voit bien que la situation s'est considérablement aggravée et ça pourrait justifier en effet une implication de nos grands dirigeants politiques. On verra. Mais non, je n'appelle pas Laurent Wauquiez à intervenir. Je pense que Laurent Wauquiez est un politique suffisamment fin et bon connaisseur des arcanes de la vie politique et bon connaisseur aussi de ces temps bousculés comme on les vit, pour savoir l'opportunité d'une réaction de sa part. Donc merci. Merci mille fois Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, on a un petit peu de retard. On revient dans quelques instants. À tout de suite.